c'est pas très bien d'être méchant. C'est mieux d'être gentil. Vous écoutez le podcast Nomade Digital, l'émission de ceux qui veulent prendre le contrôle de leur temps et de leurs revenus pour pouvoir vivre et travailler n'importe où dans le monde. Chaque semaine, venez discuter entrepreneuriat, productivité et voyage avec deux gars qui le vivent au quotidien. Bienvenue sur le podcast Nomade Digital, le podcast qui s'apprête à dédier un épisode entier pour vous expliquer pourquoi être gentil, c'est bien. Je suis Stan de marketingmania.fr. Et surtout, pourquoi être méchant, c'est pas bien. Voilà. Je sais pas si tu te souviens de cette chanson de Gad Elmaleh, dont le refrain c'était « C'est pas très bien d'être méchant, c'est beaucoup mieux d'être gentil ». Si, je connais. Je pense qu'on pourra passer un petit extrait, parce que ça décrit exactement notre épisode. Paul, tu t'es pas présenté ? Je suis Paul. Ça suffit ou pas ? Merci. Oui, ça suffit, ça le fait. Donc aujourd'hui, vous l'aurez deviné, on parle de faut-il être un connard pour réussir dans la vie et dans le business ? Avec, pour commencer, une petite anecdote qui m'a fait rigoler. Donc dernièrement, j'ai passé un petit peu de temps dans les salles d'urgence à Paris. Pas pour moi, mais mon frère a eu un petit accident, donc on est allé aux urgences. Et une des choses qui était drôle dans la salle d'urgence, c'est qu'ils ont collé un poster avec marqué donc tu as un docteur qui est en train de regarder une radio, et il y a marqué si on prend longtemps à vous prendre en charge, c'est parce qu'on est en train de mater des photos. Et en dessous, en petit, il y a marqué ne vous mettez pas en colère contre les infirmières et les médecins, ils font juste leur travail, ils font du mieux qu'ils peuvent, etc. pour vous aider. Et quand tu regardes autour de toi, tu comprends pourquoi est-ce que ces gens qui sont dans un état, voilà, certains sont pas très bien, hein, ils ont un peu de difficulté, on les fait attendre, et tu comprends assez bien pourquoi des gens qui se retrouvent dans une situation difficile où ils ont l'impression que leur survie est en jeu, ou en tout cas ils sont dans une situation où ils ont mal. Ils ont de la douleur et ils peuvent assez facilement se retourner contre des gens qui, en toute objectivité, ne leur ont rien fait, essayent de les aider et font juste leur boulot. Et ça me fait penser justement à une petite façon d'introduire l'épisode qui est de te dire que parfois tu es dans une situation où tu dois faire des décisions qui sont difficiles et tu peux avoir eu tendance à te retourner contre les gens qui t'entourent alors que ce n'est absolument pas justifié par le contexte. Avant de se lancer dans l'épisode, on va rapidement reparler de notre histoire des emails, puisqu'on a commencé à envoyer une petite newsletter pour accompagner l'épisode de la semaine, avec quelques idées sur l'épisode de la semaine, et de temps en temps quelques liens qui nous viennent à l'esprit, etc. Si vous souhaitez vous inscrire pour recevoir cette newsletter chaque semaine, chaque jeudi, vous pouvez vous rendre sur le site à l'adresse nomadedigitalpodcast.com, nous laisser votre email, et puis on vous enverra chaque jeudi un petit message pour accompagner l'épisode de la semaine. Une des choses qui a inspiré l'épisode de cette semaine, c'est les médias, ou en tout cas c'est les films, les séries, etc. qu'on a pu voir. Puisque bien souvent dans les séries, l'image qu'on a du businessman qui a réussi, c'est effectivement un mec qui est super arrogant, super violent, qui écrase tout le monde. Est-ce que toi c'est quelque chose que tu as remarqué dans la vraie vie, ou est-ce que c'est quelque chose qui est maintenu uniquement dans les films et dans les séries ? Effectivement, dans les films, c'est omniprésent. Et c'est vraiment la vision que j'en ai gardée pendant très longtemps. Et notamment, je pense que de manière générale, quand tu reçois par email un peu des personnes qui sont un peu dans cet esprit-là, tu peux savoir qu'ils viennent débuter, qu'ils sont un peu immatures, quoi. Mais pourtant, c'est vraiment quelque chose qui revient tout le temps dans les films. Il y a l'exemple de Wolf of Wall Street, je pense que c'est un très bon exemple. Il y a l'exemple aussi, on va en parler pas mal dans ce podcast, de Billions, qui est une série qu'on vous recommande, qui est vachement divertissante. Mais là encore, qui est vraiment dans l'idée du mec de Wall Street super agressif, super violent, aucun scrupule. Mais effectivement, c'est totalement différent des gens que j'ai rencontrés. Et notamment, le trait que j'ai remarqué, qui est très commun aux gens qui ont... Donc là, on parle de gens qui pour réussir financièrement, est-ce qu'il faut être un connard, est-ce qu'il faut être sympa, et on va en discuter. Et justement, des gens qui ont bien réussi financièrement, la plupart, j'ai remarqué qu'ils sont très bienveillants, en fait. C'est-à-dire que tu sens, quand tu leur parles, qu'ils te souhaitent le meilleur, tout simplement. Et ça va aussi un peu avec l'idée du podcast dont on a parlé avant, Abundance Mindset, c'est que voilà, ta réussite ne les inquiète pas eux, tu vois, ils en sont contents.
Donc, s'il y a un trait commun plutôt que l'agressivité, le trait commun que j'ai remarqué, moi, c'est plutôt la bienveillance. On peut revenir rapidement sur la série Billions, parce que moi, c'est une série qui m'a fait souvent penser à cette question. Donc, la série Billions, c'est l'histoire d'un gars qui est le directeur du plus gros hedge fund du monde, et l'autre personnage principal est le district attorney de New York, et qui donc est le gars qui essaye de l'attraper. Donc, Procureur. donc, le procureur, effectivement. Donc, tu as le mec du hedge fund qui fait du insider trading, etc., qui est complètement illégal, et le procureur qui essaye de l'attraper. Mais si tu regardes le conflit originel qui commence la série, c'est en fait qu'ils ont tous les deux un ego surdimensionné et ils peuvent jamais s'écraser ou ils peuvent jamais accepter une petite défaite, etc. Et donc ils vont toujours aller voir qui est la plus grosse et toujours se confronter, et ça va leur causer en fait tous les ennuis, tous les péripéties de la série sont causés par le fait que le personnage, en particulier le personnage du hedge fund, mais l'autre aussi, est incapable d'accepter des limitations. Et tu te dis, mais en fait, le mec, comment est-ce qu'il en est arrivé là, quoi ? Il peut faire aucun compromis, il n'a pas du tout de calcul de est-ce que ça vaut pas le coup de m'écraser dans cette petite situation pour sauver mon business entier. Et il est prêt à mettre en danger son business entier qui vaut des milliards de dollars juste pour prouver que il en a plus dans la culotte que le procureur. Et tu te dis qu'en fait, c'est pas très réaliste de t'imaginer que dans la réalité, un mec qui a cette personnalité-là puisse arriver là où il en est. Je mettrais seulement une exception, c'est peut-être si tu as vraiment un charisme énorme, ça peut passer, quoi. Notamment, je pense par exemple à Steve Jobs, même s'il s'est quand même fait virer, donc voilà, c'était pas parfait non plus. Mais voilà, c'est 99,9% des gens d'entre nous n'ont pas le charisme de Steve Jobs, ni du mec de Billions. Et encore une fois, Steve Jobs s'est fait virer, mais il a dû adoucir vachement sa personnalité pour revenir à Apple. Et quand il est revenu à Apple en 97, en fait, il avait arrêté grosso modo d'être un connard, et il était devenu. Et les gens qui ont travaillé avec lui plus tard dans sa carrière ont dit que c'était un homme changé. Et donc même lui, il a dû mettre de l'eau dans son vin, alors que pour le coup, il avait vraiment une vision qui était exceptionnelle. Effectivement. En fait, l'idée, c'est que le charisme l'a permis au début, tu vois, de masquer ce défaut, mais au final, charisme plus sympa battra charisme plus pas gentil. Est-ce que tu as entendu parler d'une série, puisqu'on a commencé à introduire sur les séries, qui s'appelle Halt and Catch Fire sur FX? Ah, ça me dit rien du tout, non. Voilà. C'est une série qui est très peu connue, là, qui a eu sa saison 2 récemment. C'est une série qui est une des rares séries sur le business que je trouve vraiment très intéressante et relativement réaliste. On suit le parcours dans les années 80 d'une petite entreprise qui se lance dans le milieu de l'ordinateur personnel. Donc en gros, ils essayent de faire un des premiers PC, un des premiers clones du PC d'IBM. Donc tu vois, c'est des entrepreneurs dans les années 80 au moment de la micro-informatique. Tu vois, c'était le gros boom de l'époque. Et donc tu suis cette petite équipe de personnes et tu vois la façon dont les différents personnages vont avoir une vision différente de ce qu'ils sont en train de créer, et que le mec qui est le mec charismatique, le mec arrogant, le mec qui croit tout savoir, va en fait assez rapidement imploser, et ceux qui continuent à tenir, à réussir, à évoluer, sont ceux qui savent connaître leurs limitations, qui savent faire un peu de l'empathie avec les gens qui les entourent, qui savent monter une équipe, qui savent s'entourer, qui savent négocier, et ce sont qui sont finalement les plus sympas et qui sont les plus doux dans leur personnalité, parce qu'ils arrivent à faire des compromis, ils arrivent à évoluer, ils arrivent à négocier les bonnes choses. Et sur ce point-là, c'est une série vachement moins spectaculaire qu'une série comme Billions par exemple, mais c'est une série qui semble plus nuancée au niveau humain, mais qui est pas très connue, donc c'est pour ça que je voulais la mentionner. Si les gens sont friands de séries, c'est une série sur le business, sur l'entrepreneuriat, etc., et qui est vachement bien foutue là-dessus. Très intéressé, ouais. Et un autre aspect aussi, je sais pas si tu regardes Silicon Valley, la série. Ouais. Là aussi, c'est un peu la série, c'est continuellement les mecs gentils naïfs qui se font défoncer par les gros méchants, quoi, qui se font avoir. Et ça, je pense encore une fois que ça marche pas, parce que si tu abuses des gens à répétition, forcément, la réputation, c'est notamment dans un microcosme comme la Silicon Valley, la réputation, ça a de la valeur, quoi. Et je pense que c'est un des aspects de la réputation. Et aussi, tu vas en parler aussi, mais l'aspect brûler des ponts, qui peut vite devenir limitant. Si tu commences à casser tes relations avec tous les gens dans ton industrie, tu vas pas durer très longtemps. Ouais.
Et souvent, c'est gratuit. Donc, en tout cas, dans la façon dont c'est mis en place dans les films, dans les séries, souvent, tu vois, c'est un Effectivement. mec qui réussit à gagner contre un opposant sur un sujet X ou Y et qui va l'enfoncer ou qui va lui ruiner la vie, etc. Tu vois, c'est un truc totalement gratuit, bon, parce que ça fait du bon spectacle. Mais tu imagines que dans la réalité, un mec qui fait ça, c'est complètement contre-productif dans le sens où, une fois que tu as gagné, pourquoi enfoncer le mec? Tu vois, autant être. Sauf si t'es dans la mafia pour envoyer un message. Mais autrement, non, Ouais. c'est pas très utile. Et voilà. Donc parlons un petit peu des qualités pour réussir. Ou en tout cas, pourquoi est-ce qu'on peut avoir cette image que pour réussir, il faut être un connard, il faut écraser tout le monde? Je pense que le premier élément que tu as noté est juste, c'est-à-dire qu'on a tendance à se dire que si t'es pas un connard, c'est que tu te laisses marcher sur les pieds. Ouais, c'est ça, c'est un peu l'esprit aussi. En France, on utilise beaucoup ce terme de bisounours, tu vois. Soit t'as un mec cynique, voilà, soit t'as un bisounours, il n'y a pas d'entre-deux. Euh, et là, c'est un peu la même chose. Soit t'es un connard, soit t'es un pigeon qui se fait marcher sur les pieds, qui se fait pas respecter. Je pense qu'il y a une distinction à faire entre le fait d'être agressif, d'être un connard, et le fait juste voilà, d'avoir ses limites, de s'y tenir, d'avoir un cap. Et ça, c'est assez compliqué parce que je pense que c'est notamment quand t'es plus jeune, c'est un truc qu'il faut un peu apprendre, quoi. Ouais, moi, étant plus jeune, j'étais vraiment relativement difficile à vivre, c'était difficile d'interagir avec moi, justement parce que j'avais cette idée que si tu n'étais pas dominant dans toute situation, ça veut dire que tu étais dominé, ça veut dire que tu étais faible et que tu étais nul. Et du coup, j'essayais toujours, tu vois, de parler sur les autres, ou d'être toujours le plus actif, ou le mec qui parlait le plus, etc. Et en fait, c'est simplement une histoire d'ego en un sens où, tu vois, quand t'es pas trop sûr de ta valeur, t'as toujours besoin de prouver ta valeur. Et je pense que quand tu dis que les mecs qui ont le plus réussi ont une certaine bienveillance, c'est parce qu'aussi ils ont l'impression qu'ils ont rien à te prouver. Ils ont pas besoin de prouver qu'ils te dominent parce que eux, ils ont déjà une certitude intérieure de leur valeur. C'est quelque chose qui est pas facile à atteindre le moment où tu te dis j'ai pas besoin que les autres reconnaissent que je suis le roi du monde. Effectivement, il y a un autre aspect, je pense, qui est pourquoi être un connard, c'est pas intéressant, c'est que ça te prend beaucoup d'énergie. Notamment si de base, t'es pas quelqu'un de méchant, toi, le fait d'être un connard, ça va te rester un peu dans l'esprit, et c'est pas, ton énergie, Tu vas te sentir coupable d'avoir mal ouais, agi tu dans vas te cette poser des situation. questions. En plus, j'imagine que, enfin, c'est tout l'aspect aussi, tu dois couvrir tes arrières. Imaginons que tu commences à mentir, faut réfléchir, voilà, les follow-up. Toi, tu te crées tout un système qui va te bouffer beaucoup d'énergie plutôt que d'essayer de créer quelque chose de productif et d'aller de l'avant de façon positive. Une des résolutions que j'ai trouvé d'un point de vue personnel sur cette question d'être sympa ou d'être un connard, c'est pour moi, être sympa, ça reste un désavantage, dans le sens où si ta priorité, c'est que les gens pensent que tu es un mec sympa et que les gens aient une bonne opinion de toi, ça va t'empêcher de prendre certaines décisions, et en particulier, ça va t'empêcher de dire non aux gens. Et je pense qu'on est tous les deux dans des situations où les gens ont voulu nous proposer des partenariats, ou nous proposer des projets, ou ont voulu prendre de notre temps, et si tu voulais être sympa, tu aiderais tout le monde, mais ça t'obligerait à cannibaliser toute une partie de ton temps et de ton énergie. Et il s'avère que quand tu dis non aux choses, parfois les gens vont dire que tu es arrogant, tu refuses des choses, tu les traites comme s'ils n'étaient pas importants, etc. Et donc vont un peu t'en vouloir. Moi, ça m'est arrivé relativement récemment d'un mec qui m'avait vu sur un podcast, où j'étais passé sur un podcast, il m'avait envoyé un message sur Facebook directement, et je lui avais répondu à son message suite à être passé sur le podcast. Et son message suivant, c'était « Ok, tu peux m'appeler à ce numéro, et j'ai envie de te parler d'un projet. » Et je lui ai fait ouais, parle-moi de ton projet par message Facebook et on verra ensemble si ça peut m'intéresser, tu vois. J'ai quand même laissé la porte ouverte. Et le mec a pété un câble en me disant oh, tu sais pas ce que tu manques, moi je suis un ouf, c'est moi qui te donne, tu vois, c'est moi qui te fais un service en te donnant un peu de mon temps, tu crois que t'es un ouf et que ton temps est précieux, etc. Donc le mec s'était senti très. Comme si je lui avais craché dessus, quoi. Comme si je lui avais dit, mec, t'es une merde, je m'en fous de toi, etc. Et là, t'es dans une situation où tu peux pas gagner, quoi. Il y a des gens qui vont accepter que tu leur dises non, il y a des gens qui vont le prendre mal, mais il reste que tu peux pas avoir comme priorité que tout le monde pense que tu sois sympa. Tu vois, il y a forcément des gens qui vont penser que t'es arrogant ou que t'es pas sympa ou que t'as pas fait d'efforts pour les aider, ce qui est vrai en un sens, mais après, chacun ses priorités. Et après, tu auras toujours quelques personnes, quoi qu'il arrive, ton existence même les gênera, quoi. Donc, ils trouveront toujours quelque chose. Par contre, je sais pas si tu as écouté le dernier podcast de Tropical MBA, où il parlait justement de comment gérer les emails. Et c'est vrai que c'est un truc intéressant, c'est que
il y a des gens qui, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont t'envoyer un petit email pour te remercier ou je sais pas quoi. Et tu réponds, et du coup, il y a un dialogue qui s'établit, tu vois. Et après, ils vont en profiter pour te poser une question, pour te demander un service. Et là, tu te sens mal parce que tu as déjà un dialogue, la personne t'a en plus félicité ou remercié, et tu vas pas savoir, et tu vois, tu vas un peu bloquer là-dessus. Donc moi, maintenant, je suis beaucoup plus strict à ce niveau-là. En plus, je me dis, t'économises le temps de deux personnes aussi, quoi. Donc, si tu dis que t'es pas intéressé, plutôt essayer d'expliquer en pavé pourquoi t'es pas intéressé ou essayer de, voilà, dire juste désolé, j'ai pas le temps. Merci quand même pour la Ouais. proposition et s'arrêter là. Bah, je pense que ça vient de cette sensation de te sentir un peu coupable, justement, tu vois, de dire non et d'essayer de te justifier, dans le sens où t'as pas nécessairement besoin de te justifier. Alors, je voudrais pas donner l'impression que vraiment on est quand même enfermé à toute chose, hein. Moi, beaucoup de gens me posent des questions, me demandent un service et je les aide, dans la mesure où ça reste raisonnable au niveau du temps qui est nécessaire, et je passe pas mal de temps à interagir, en particulier avec les auditeurs de ce podcast. Quand ils m'envoient un message sur Twitter ou par email, je suis toujours content de pouvoir leur répondre, les aider, etc. Et ceci dit, voilà, chacun a sa limite qui fixe à un certain endroit, et tu dois être prêt à respecter tes propres limites, disons, à être droit dans tes bottes sur tes valeurs, sur tes limites, vis-à-vis de ce que les gens te demandent. Mais quitte à dire non quand il faut le dire. Il y a un autre aspect, pour revenir un peu sur les raisons aussi pour être sympa, je pense, qui est fondamental, c'est tout simplement, si tu veux créer quelque chose, un gros business, réussir financièrement très, très, très bien, tu auras forcément besoin d'employés. Et si tu es un connard, enfin, tu vas rapidement plus avoir Ouais, aucun employé, employé, associé, partenaire, ouais. partenaire, ça marchera pas, quoi. Ça marchera pas, il y a aucun doute. Enfin, tu peux pas maintenir les gens par la peur continuellement, quoi. Par la peur, par la crainte ou ainsi de suite. Faut forcément qu'il y ait une relation saine qui se développe avec les employés. Et si t'as pas ça, t'iras nulle part. Donc rien que pour ça, pour moi, c'est un frein. C'est même pas un frein, c'est un stop pour créer quelque chose de conséquent en étant un connard. Et à ce sujet-là, bon, on a mentionné alors Steve Jobs, mais ça a été au départ de sa carrière un problème pour lui, dans le sens où c'est très difficile de bosser avec lui, et du coup il a perdu accès à un certain nombre de talents. Mais il a eu beaucoup de chance d'avoir Steve Wozniak, en fait, qui était très, comment on dit, très facile à vivre, quoi. Et il y en avait quelques autres, mais clairement, il avait eu des difficultés à monter ses équipes à l'époque de l'Apple III, etc. L'élément qui me vient en tête là-dessus, c'est qu'effectivement, quand tu travailles avec des employés, on revient sur l'idée de pouvoir dire non. C'est-à-dire qu'à la fois, tu te retrouves dans la situation où tu dois créer une relation de long terme avec eux, et à la fois, tu restes la personne qui est leur patron et qui doit mettre des limites, et qui doit prendre les décisions, et qui doit mettre la discipline, etc. Et c'est vrai que c'est pas un effet de jonglage facile à faire, parce que si t'es un bisounours, c'est comme quand t'es un parent, en fait. Tu vois, un parent qui est trop lax et qui laisse son enfant tout faire, bah, c'est le bordel, et l'enfant va être complètement pourri gâté, dans le sens... Hein. Mais est-ce que tu penses que c'est une erreur de management ou c'est un problème d'employé? C'est-à-dire que si t'es un mec super sympa et que l'employé abuse un peu de tes gentillesses, est-ce que c'est ta faute parce que t'aurais dû être un peu plus strict, fixer tes limites? Ou est-ce que c'est parce que t'as pris le mauvais employé qui justement est le genre de personne à penser que la gentillesse est une faiblesse et qui va en abuser? À ton avis, où se porte la responsabilité? Pour moi, ça peut être l'un ou l'autre, parce qu'effectivement, si tu arrives dans une situation où le mec, clairement, tire avantage de la situation, etc., et tu lui as fait confiance et il prend partie de cette confiance pour faire n'importe quoi, là, c'est de sa faute. Mais tu peux imaginer pas mal de situations où ton employé essaye de bien faire, ou en tout cas a des bonnes intentions, mais toi, tu montres le mauvais exemple, tu mets en place les mauvais standards, ou tout simplement, voilà, il a fait une tâche pour la première fois, il l'a pas bien faite, et ben c'est à toi de lui dire, ok mec, tu l'as mal fait, refais-le. Ce qui va pas forcément lui faire plaisir, mais ça fait partie, tu vois, c'est de la faute de personne, mais c'est partie de ta responsabilité à toi de devoir dire, ok, là, je vais mettre la discipline, je vais recadrer les choses, parce que c'est ce qu'il faut faire au niveau du business. Et si t'es pas prêt à faire ça, parce que t'es pas prêt à causer des émotions négatives pour ton employé, tu vas avoir des difficultés. Et moi, j'ai une anecdote par rapport à ça. C'est il y a un mois, j'ai viré quelqu'un avec qui je travaille depuis plus d'1 an, qui est un rédacteur marocain. Et pour le coup, je pense que l'erreur que j'ai faite, c'est justement de passer un peu en mode assistante sociale, quoi. C'est-à-dire qu'il y a peut-être 3-4 mois, j'ai commencé à remarquer que son travail était moins bon. Notamment, ce qu'il faisait, c'est des fois, il copiait le même paragraphe pour faire croire plus de mots. Tu vois. Il savait que je vérifiais plus trop. Tu vois. Tout était en autopilote. Je vérifiais plus trop. Il a commencé notamment aussi après, c'est plus tard. Mais bon, bref, ça devenait déjà un peu n'importe quoi. Et en fait, ce que j'ai commencé à faire, c'est dire est-ce que ça va, est-ce que t'as des problèmes, est-ce que t'as besoin de plus de temps, est-ce que les délais sont trop courts.
Est-ce que tu as besoin de nouveaux outils pour travailler? Et vraiment essayer de comprendre. Je pense qu'il n'y a pas une mauvaise chose dans le premier temps. Ouais. Sauf que j'ai fait ça, puis ça s'est arrêté là. C'est-à-dire il m'a dit ouais, ça va pas trop en ce moment. Toi, ça s'est arrêté là, mais je l'ai pas dit très sérieusement. Voilà, je comprends, si tu as peut-être des problèmes dans ta vie privée, on peut discuter par exemple des deadlines, mais faut plus que ça se reproduise. Maintenant, il faut que le travail soit carré, sinon ce sera clairement la porte. Ça, je l'ai pas fait, toi. J'ai pas osé le faire. Je sais pas trop pourquoi. Ouais. Et ce qui se passe, c'est du coup, je surveille un peu par la suite. Tout semble impeccable. Puis après, même pas 3 semaines plus tard, je vois notamment un article, c'est carrément du Google Translate, le truc. Et du coup, là, je l'ai viré directement. Et je l'ai viré directement et il m'a contacté et en comprenant pas, toi, il m'a dit mais pourquoi ça me semblait aller bien, machin truc. Est-ce que je peux avoir une seconde chance? Il n'avait pas compris que ce qui était avant, c'était sa première chance parce que je l'avais pas affiché clairement que voilà, c'était déjà la seconde chance, il l'avait déjà obtenue. Et après, il me dit pour le coup, je me sentais vraiment parce qu'il était étudiant, c'est sa seule source de revenus. Toi, il en a besoin. Mais il y a un moment, voilà, si tu te fous de ma gueule une fois, on peut en discuter. C'est 2 fois, ça devient plus gérable. Même si après il avait travaillé correctement, j'aurais toujours aussi de suspicion. Et puis même toi, comme individu, il me plaisait plus, quoi, tout simplement. Mais du coup, je pense qu'effectivement, cet aspect. Et au final, je pense très sincèrement que si la première fois j'avais été très clair, peut-être qu'il travaillerait encore pour moi et tout se passerait encore très bien, tu vois. Il a testé les limites, il a vu que j'avais pas trop de limites et il en a abusé. Donc je pense que c'est une leçon que j'ai apprise. Donc pour toi, c'était une erreur de communication ou plutôt une erreur de toi de ne pas avoir le courage de mettre les limites de façon très claire? Moi, de ne pas avoir le courage. Et notamment, ça me fait penser à Tim Ferriss qui dit qu'en gros, plus la mesure, ton succès dépendra du nombre de conversations difficiles que tu es prêt à avoir. Et moi, j'ai très clairement, parce que je pensais lui dire, hein, mais à la fin, toi, il m'a expliqué un peu les problèmes dans sa vie, ainsi de suite. Et j'ai pas osé à la fin dire d'accord, mais si jamais ça se reproduit, ça sera à la porte. Tu vois. J'ai arrêté la conversation avant ça et donc je pense qu'honnêtement qu'à ce titre-là c'est ma faute. Et bon, il a pas géré, mais toi, pendant 1 an, il a travaillé de façon impeccable. Je pense qu'il a vu un moment qu'il y avait une faille. En gros, je dis voilà, tout ce que je ferais, c'est te poser des questions, mais il y aura pas de conséquences et il en abusait. Et je pense que tu peux pas toujours compter sur les employés qui vont pas tester les limites et qui vont être parfaitement honnêtes. Je pense que c'est pour ça qu'à ce niveau-là, la responsabilité est assez double. C'est que les gens c'est pas tout blanc, tout noir et les gens naturellement vont essayer de tester un peu les limites. Comme tu disais, c'est la manière pour parents-enfants. Les enfants sont pas fondamentalement mauvais ou méchants, mais ils vont tester les limites pour voir jusqu'où ils peuvent aller. Et s'ils n'ont pas de limites claires, ils vont en abuser. Je trouve que ça fait vachement paternaliste de comparer les employés à des enfants, mais c'est un peu la même idée. Et je pense que la raison pour laquelle on appelle ça paternalisme, mais c'est parce qu'il y a une dynamique qui est effectivement parallèle, à mon sens, où tu vois, tu cherches à la fois à aider les gens, mais à la fois tu cherches à accomplir un certain résultat. Et le sens avec les enfants, c'est que l'enfant n'est pas toujours à même de savoir ce qui est le mieux, et donc c'est à toi justement le paternalisme, de prendre la responsabilité de cet élément-là. L'autre élément qui m'intéresse et sur lequel on a un peu tourné au sujet de faut-il être un connard pour réussir, c'est l'idée que du court terme contre le long terme. C'est l'idée que si tu veux réussir sur le court terme, tu peux faire un peu beaucoup de choses différentes, mais pour avoir une longévité dans le business, et que ce soit avec tes employés, avec des associés ou avec tes clients tout simplement, sur le long terme, il est difficile de réussir si tu n'as absolument aucun scrupule et si tu es prêt à poignarder tout le monde dans le dos. Et une des phrases qui m'a un peu trotté dans la tête dernièrement en termes de comment prendre des décisions, elle est venue dans une discussion dans les commentaires d'un de mes blogs préférés où j'étais en discussion avec un mec qui s'appelle Taylor Pearson et il citait une phrase d'un autre mec qui s'appelle Dan Andrews qui du coup vient du Tropical MBA et sa phrase c'était les entrepreneurs cherchent à produire de la valeur et pas du cash.
dans le sens où si ton C'est business... vachement plus stylé en anglais quand même, Ouais. parce qu'en anglais, c'est entrepreneurs chase value, not cash. Voilà, et ben bon, je l'ai traduit parce que on n'a pas les sous-titres. Et l'idée fondamentale, c'est que ton boulot, c'est de créer de la valeur pour les gens. Tu vas capturer une partie de cette valeur, mais le but, c'est pas forcément de capturer le maximum de valeur. Et que sur le moyen terme et sur le long terme, si tu peux créer plus de valeur que tu n'en captures, ça sera bénéfique pour toi, tu vois, dans le sens où l'échelle à laquelle nous deux, on opère aujourd'hui, c'est probablement beaucoup plus petit que ce qu'on fera dans 10 ans. Et que si aujourd'hui on limite notre croissance en essayant de maximiser notre revenu sur le court terme, il est possible que sur le moyen long terme, eh bien, en fait, on se tire une balle dans le pied. Et c'est très très vrai sur le web. Sur le web, c'est vrai plus que partout, quoi. C'est-à-dire que quand tu sais, les trucs un peu gimmicky comme ça, court terme, les sites de niche tout bidon avec des backlinks achetés, ils marchent plus du tout, quoi. Amazon FBA, ça commence aussi à être saturé. Si tu te contentes de faire vraiment le minimum et que tu crées pas une vraie marque, ainsi de suite, tu vas pas durer longtemps non plus. Les sites dropshipping, ça commence aussi à plus trop fonctionner si t'as pas une vraie marque, si t'as pas une vraie valeur ajoutée. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui courent après le dernier truc un peu à la mode. Ce qui est pas une mauvaise chose, c'est ce que j'ai toujours fait. Mais après, faut vraiment essayer de voir comment tu peux apporter une valeur autre, comment tu peux te différencier. Et beaucoup de gens s'arrêtent un peu trop vite là-dessus. Ouais. Un autre élément, c'est ce qu'on appelle fake it till you make it. Donc, fais semblant d'avoir réussi, même avant d'avoir réussi. Est-ce que toi, tu as une position là-dessus ? Et d'ailleurs, c'est beaucoup utilisé en séduction, non ? Effectivement. Et je rebondirai là-dessus. Je voudrais d'abord entendre ton opinion là-dessus. Je pense que c'est utile, mais je pense que c'est plus important de le faire intérieurement que extérieurement. C'est-à-dire que, notamment si tu as une confiance en toi assez faible, c'est important de te hype, un peu la méthode Coué, quoi. Et extérieurement, il faut le faire de façon un peu intelligente. C'est-à-dire que si tu le fais de façon un peu trop exagérée, les gens ils vont le ressentir très vite, quoi. Tu vas pas être discret, tu vas peut-être penser que personne ne le remarque, mais tout le monde sait que tout le monde voit transparent et personne ne va rien dire parce que personne ne va avoir cette discussion avec toi, quoi. Après, c'est un peu différent, mais notamment ce qui s'est passé, j'avais eu un candidat pour Selling Machine qui me plaisait beaucoup sur pas mal de points. Donc, et à la fin de la vidéo, donc c'était une vidéo, et il dit voilà, je suis ce site-là et il fait tel nombre de visites par jour. Sauf qu'après, je suis allé voir le truc Alexa et en gros, il me disait que son site faisait 5000 visites par jour. Son Alexa, c'était 1 200 000. Alors, Alexa, c'est pas le truc le plus précis, hein, c'est un truc pour estimer le nombre de visites. Mais un écart pareil, c'est totalement impossible, quoi. Après, tu allais voir dans les commentaires et tout. Enfin, il y a plein d'articles. La majorité des articles avec 0 commentaire. Si tu as 5000 visites par jour, c'est pas possible. En gros, ça tenait pas et du coup, ça a totalement cassé le truc. J'aurais été prêt à le recruter, mais le fait comme ça qu'il monte, ça est beaucoup plus souvent. Le plus souvent, ça revient un peu à ce que je disais. On n'est pas aussi discret qu'on pense. On n'est pas aussi malin qu'on pense. Surtout que logiquement, notamment dans un cas d'employé, mais aussi quand tu parles avec des gens qui ont plus d'expérience que toi. Ils s'y connaissent mieux que toi, donc ce sera beaucoup plus difficile de les tromper. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Tu as mentionné tout à l'heure la séduction, c'est effectivement une idée qui revient très souvent. Dans l'idée que la plupart des mecs qui vont s'intéresser à ce domaine-là, ils ont beaucoup de difficultés, ils ont un gros problème de confiance en eux. Et le conseil classique, c'est de te dire... t'as pas du tout confiance en toi, tu sais pas quoi faire, bah écoute, tu vas faire semblant d'avoir confiance en toi et au final, faire semblant va t'aider à avoir tes premières réussites et tes premières réussites vont t'aider à gagner une confiance en toi qui soit légitime. Parce qu'au final, un conseil qui peut être plutôt efficace, le problème c'est quand les gens le prennent à l'extrême, où certaines personnes vont arriver dans cette idée où ils doivent être méga arrogants, ils doivent être le roi du monde, ils doivent être toujours en pur contrôle, etc. Ce qui d'abord, il n'y a aucune vraie personne qui n'est pas un psychopathe et qui est toujours en pure confiance, en pur contrôle. Tout le monde a des doutes et c'est normal d'avoir des doutes. Et si tu n'as aucun doute, ou en tout cas tu fais semblant de n'avoir aucun doute, les gens vont se dire putain, ce mec il est bizarre, tu vois, il est pas net. Et t'as un gros problème que les gens te rencontrent et se disent ah putain, ce mec là il y a un truc bizarre avec lui, j'arrive pas forcément trop à mettre le doigt dessus, mais il y a quelque chose de pas normal. Notamment, tu le ressens avec beaucoup de. Si on prend par exemple, je sais pas, Obama ou Elon Musk, tu ressens le doute. Hein. Clairement, ils affichent des doutes, ils sont assez incertains sur pas mal de trucs. Donc, si des personnes qui sont à ce niveau-là de compétences et à ce niveau-là de réussite
euh, émettre des doutes, c'est que c'est un bon signe que c'est pas. Effectivement, je pense que c'est l'aspect, encore une fois, c'est l'aspect exagéré qui est un peu dangereux. Et en un sens, le fait de pouvoir émettre des doutes de façon ouverte est un signe que tu as confiance en toi. Et c'est en fait les gens qui n'ont absolument pas confiance en eux qui essayent de faire croire qu'ils sont parfaits et qu'ils savent toujours tout quoi faire, etc. Et moi, c'est les meilleurs mecs que je connais en séduction qui sont capables de tout faire, etc. Les mecs qui sont capables de dire n'importe quoi à n'importe qui, et ben ils vont être très, très clairement capables de dire putain, à ce moment-là, j'ai eu vachement peur, ou j'ai eu vachement honte, ou je me suis senti complètement con. Ils ont pas peur de te le dire parce que pour eux, le fait d'avoir des moments de doute ou des moments de peur ou des moments d'anxiété, ça ne diminue pas leur valeur en tant qu'être humain. Ils n'essayent pas de faire semblant d'être infaillibles. Et ça demande une certaine maturité d'en arriver là et de pouvoir admettre ces erreurs-là. Mais c'est voilà, ça inspire aussi confiance chez les autres. Moi, j'ai toujours pas mal d'admiration pour les gens qui sont ouverts là-dessus. Et je pense que les débutants, quand tu es débutant, ta meilleure stratégie, c'est de mettre les choses à plat. Dire, assumer le fait que tu sois débutant. Ouais. Pas juste dire je suis super motivé parce que ça, on s'en fout, mais dire voilà, concrètement, qu'est-ce que tu es prêt à faire, ainsi de suite. Proposer de la valeur, en fait. Et ça, c'est aussi un truc que généralement dans les emails, c'est toujours. Pareil pour les candidatures, c'est marrant parce que tu le remarques beaucoup. Notamment, j'avais dans les questions pourquoi vous voulez ce boulot et qu'est-ce que vous pouvez faire en gros pour aider le business. Et systématiquement, quasiment tout le monde passait 3 fois plus de temps à dire pourquoi ils avaient besoin du boulot, pourquoi ils le voulaient, plutôt que qu'est-ce qu'ils allaient pouvoir faire pour le business, quoi. Et donc ça reste dans l'idée. Et c'est plutôt d'apporter de la valeur que d'en demander. Pour revenir sur un cadre un peu plus grand, c'est vrai que la façon dont tu traites les gens, c'est aussi la personne que toi tu es devenu. Et la personne que tu es devenu, ça fait partie de ton succès, de ta réussite au sens large, où la réussite, c'est pas uniquement ce que tu as réussi à accumuler, c'est aussi qui tu es. Gary Vaynerchuk a un concept là-dessus qui est toujours très... Il insiste beaucoup, hein. Récemment, il insiste beaucoup là-dessus. Ouais, il a toujours quelque chose de très concis, tu sais, pour résumer ce type de choses. Et lui, la façon dont il te le résume, c'est pas uniquement combien d'argent tu gagnes, c'est combien de personnes vont être présentes à ton enterrement. Et il dit ça aussi souvent, the only right thing to do is the right thing. La seule bonne chose à faire, c'est faire la chose bien, en fait. C'est l'idée de ne pas essayer de rationaliser les choses, de pourquoi, il faut que je baisse ce mec, mais c'est pour une bonne raison, etc. Effectivement, il te dit, la bonne chose, c'est la bonne chose, c'est la bonne chose, et tu ne veux pas tourner autour du pot sur le long terme. Pour toi, comment est-ce que tu réfléchis à ces idées en quoi est-ce que la personnalité que tu as pu développer, la façon dont tu as pu traiter les gens qui t'entourent, en quoi est-ce que c'est important dans la façon dont tu évalues ton succès et ta réussite ? Moi, il y a un problème, c'est que je suis très bon à rationaliser ça et à rationaliser mes mauvais comportements en me trouvant des excuses, en disant voilà, mais cette personne a fait que ça, quand même, a quand même fait ça. Mais au final, quoi qu'il arrive, ma conscience finit toujours par me rattraper. Donc, tu veux dire, au milieu de la nuit, t'as des cauchemars comme Jason Bourne, tu dis non, putain, j'ai viré ce mec, j'aurais jamais dû faire ça. Non, c'est ça. Notamment si j'ai fait un truc mauvais, si j'ai maltraité quelqu'un, même si je peux dire qu'elle méritait, peu importe. Je vais me réveiller anxieux, ouais. Donc ça aura un effet tangible. Donc rien que pour ça, toi, ça vaut pas le coup de presque me mettre en mauvaise santé, juste pour gagner quelques centaines d'euros de plus, quoi. Donc il y a cet aspect, si tu réussis financièrement, mais qu'à côté tu te sens comme une merde, est-ce que ça valait le coup? Je suis pas convaincu. Du coup, j'en viens un peu justement les psychopathes qui ont aucune conscience, parce que allez-y les mecs, hein, si vous avez cet avantage-là. Ouais. Ceci dit, le psychopathe peut se déguiser pendant un moment. Je pense qu'au bout d'un moment, les gens te découvrent. Je suis pas convaincu qu'il y ait tant de psychopathes qui soient au sommet que ça, malgré l'impression qu'on peut en avoir. Je suis pas convaincu non plus parce que, apparemment, si j'ai bien compris, ces psychopathes, ils ont pas d'émotion, ils ont aucune empathie. C'est les sociopathes, c'est ceux qui ont une empathie mais qui ressentent pas de culpabilité ou quoi que ce soit. Donc c'est-à-dire que c'est les plus dangereux parce qu'ils comprennent comment les gens fonctionnent, mais eux-mêmes, ils se sentent pas affectés quand ils traitent mal quelqu'un ou quoi que ce soit. Mais je pense aussi que c'est largement surestimé, même en termes de business, c'est largement surestimé. Ouais. Pour terminer, passons sur une section qui sera assez pratique, assez concrète, c'est-à-dire les conseils, comment est-ce que tu peux devenir plus sympa, comment est-ce que tu peux mieux traiter les gens qui t'entourent, quelles sont les actions concrètes que toi tu as pris dans ta vie pour travailler sur cet aspect-là. Est-ce que tu veux parler de ta recherche Google CNCS ?
Oui. Donc tout à l'heure, on s'est posé la question de comment être plus, si on faisait cette recherche sur Google, qu'est-ce qui se passerait? Est-ce que les gens cherchent à être plus sympas? Et en fait, si tu tapes comment être plus, c'est comment être plus belle, comment être plus riche, comment être plus populaire, comment être plus sociable, etc. Si tu tapes comment être plus avec un S, tu tombes sur pas mal de choses du type sociable, sensuel, etc. Il faut taper SY pour trouver comment être plus sympa. Donc apparemment, Et on n'est pas sur une requête attends, méga populaire. avant être comment être plus sympa, t'as quand même comment être plus synthétique. Ouais. Donc, tu vois que la priorité des gens, c'est comme comment être plus ils se tournent plus souvent comment être plus synthétique que comment être plus sympa. Ouais. Ouais, donc je sais pas trop comment tu veux être plus synthétique, je suis même pas sûr de ce qui se passe dans cette requête-là, mais effectivement, c'est pas une question que les gens se posent souvent. Et pourquoi je pense que tu l'as toi-même remarqué tout à l'heure, c'est que tout le monde pense déjà être sympa. Peu de gens se disent, ouais, moi je suis un pur connard, je suis un pur enculé, je m'en fous. La plupart des gens se disent, ouais, moi je suis sympa, les gens m'aiment bien, les gens m'apprécient. Bah, je pense on a une capacité incroyable pour s'excuser nous-mêmes, rationaliser nos mauvais comportements, alors qu'on ne pardonnerait pas la même chose venant des autres. Ça, je pense on est très très doué pour ça, quoi. Ouais. Dans le sens où effectivement, si quelqu'un d'autre fait une mauvaise chose, je me dis putain, ce mec-là, c'est vraiment un enfoiré, et tu l'attribues à sa personnalité. Mais si toi, tu fais une mauvaise chose, tu diras que c'est attribuable aux circonstances. Il y a pas mal d'études psychologiques là-dessus où ils ont mesuré, où en fait tu dis ouais, c'est ok, mais j'étais dans telle circonstance et j'étais obligé de le faire. Et effectivement, comment est-ce que toi tu penserais corriger ce biais-là voilà, pour corriger ce biais psychologique finalement de te penser que toi-même tes actions sont justifiées quoi qu'il arrive. Alors, comment... là, encore une fois, c'est un effort d'empathie assez volontaire, c'est de se mettre... je pense que de manière générale, il faut éviter à tout prix de faire quoi que ce soit de négatif, même si tu peux te sentir justifié, quoi. Faut t'arrêter avant. Ce qui n'est pas évident, parce que, et notamment, je pense que la meilleure méthode pour ça, c'est tout simplement ne pas agir. Dire, si tu viens de... Notamment, récemment, j'ai eu un client sur Amazon qui m'a fait chier, mais qui... et là, toi, il n'y a pas de discussion. Le mec, c'est un connard. Et j'ai eu envie de réagir dans dans un peu sur le même ton. Euh, et là, ce qu'il faut faire, c'est juste, tu fermes le truc, tu t'en occupes pas, tu te dis, je verrai demain, quoi. Je pense que c'est la première ligne de prévention, c'est ne pas réagir directement, ne pas réagir à chaud. L'autre élément qui, moi, m'a bien servi de ce côté-là, c'est de te dire que tu es responsable de tout ce qui se passe, tu vois, de te forcer à prendre la responsabilité pour tout ce qui se passe dans ta vie. Même si tu peux avoir l'impression que ouais, c'est pas de ma faute, il y avait ci, il y avait ça, de dire ok, ce truc-là est arrivé, c'est de ma faute, et du coup d'assumer un petit peu les choses, de s'excuser beaucoup. Y compris, les gens me disent souvent ouais, mais c'est pas de ta faute, donc je m'excuse de beaucoup de choses, même quand c'est pas de ma faute, genre tu vois, j'ai organisé un truc et au final il pleut, je fais oh désolé il pleut, c'est chiant, ils font ouais c'est pas de ta faute, mais pourquoi est-ce que je fais ça? C'est parce que je me force un petit peu à prendre la responsabilité de tout et pas de me dire que c'est les circonstances qui m'ont forcé à prendre telle ou telle action, tu vois. Et en fait c'est une astuce que je me souviens plus où je l'ai lu, je regrette de pas pouvoir recommander le bouquin où j'ai lu ça, mais C'est aussi si et même c'est pas le truc où il poussait ça à l'extrême, non? Où il disait vraiment prends tout comme ta responsabilité, quoi qu'il arrive. C'était un truc, il me semble que c'était poussé un peu à l'extrême, ouais. Ouais, mais je me souviens plus, tu te souviens d'où ça vient? Non, je me souviens plus non plus. Voilà. Donc moi j'ai tendance à essayer de prendre responsabilité pour un peu tout ce qui se passe. Je me souviens encore, par exemple, tu vois, j'avais quand ma famille était venue me voir à Noël au Vietnam, bah, j'avais pris des billets d'avion pour aller autre part, pour aller à la plage, et l'avion était retardé, on a attendu 2 heures à l'aéroport, et j'étais vraiment, tu vois, je m'excusais de ce truc-là, je me dis putain, c'est de ma faute, j'ai merdé, etc. Alors que fondamentalement, l'avion est en retard, c'est pas vraiment de ma faute, mais le fait de... Sauf si t'as pris AirAsia. Si t'as pris AirAsia, tu savais à quoi t'attendre. Ouais, effectivement. Mais le fait tu vois, de te dire, ok, là il y a un problème, ça m'empêche de réagir de façon de me mettre en colère, tu vois, vis-à-vis par exemple des gens qui te disent ok, vous allez devoir attendre 2 heures. Si tu acceptes que tu as une part de responsabilité dans le truc, tu vas pas être en colère contre eux, ou tu vas pas les faire chier, ou tu comprends voilà, que eux ils font juste leur boulot, etc. Tu vois, c'est un peu une astuce de mindset, de dire que c'est de ta faute même quand c'est pas vraiment de ta faute, d'assumer un peu les choses, de t'excuser, de prendre sur toi. Et ça évite aussi que les gens soient connards avec toi. Je pense que notamment, c'est une règle fondamentale en termes de service client. C'est même si c'est pas ta faute, tu t'excuses. Ça va forcément désamorcer le truc.
Par exemple, si le client, même si c'est pas ta faute, estime que c'est ta faute, bah, au moins tu t'es excusé, et tu vois, ça va le calmer. Et puis même dans certains cas où il a conscience que c'est pas ta faute, il va presque se sentir mal, toi. Et donc il va dire, vous inquiétez pas, c'est pas votre faute. Et s'il débute son message comme ça, il peut pas être un connard ensuite après, quoi. Donc je pense que prendre la faute, s'excuser, c'est efficace. Et aussi s'excuser, je pense a posteriori, c'est ça. Notamment, je pense qu'on a tous des sauts d'humeur ou peut-être un peu on va dire on fait un faux pas et on blesse quelqu'un, ainsi de suite, et pas hésiter à juste envoyer un message en s'excusant après. Ce qui est surprenamment difficile, en fait. Ce qui paraît logique, ce qui paraît simple. C'est difficile. Mais même quand tu sais que c'est ta faute, en plus c'est un peu, c'est un petit malaise aussi, quoi. Mais faut le faire. Faut passer au-delà de cette difficulté, et je pense que c'est important. J'ai aussi vu que tu avais noté l'histoire des lettres de remerciement. Effectivement, c'est un truc, mais c'est même pas, que des remerciements. C'est en général envoyer des messages à des gens qui ont pu t'aider, des gens que tu apprécies. Voilà, ça prend 30 secondes. Outre le fait que c'est quelque chose de bien à faire, je pense qu'aussi que c'est un bon investissement de ton temps de garder un peu ce rapport. Moi, c'est quelque chose que je fais. Que ce soit en termes de business ou personnel. C'est quelque chose que je fais pas assez. C'est étonnant parce que j'ai cette pratique. Moi non plus, encore une fois, ça fait partie des conseils que je donne, mais que pendant que je donne le conseil, je suis en train de me dire, putain, mais vraiment, je suis à la ramasse là-dessus. Mais c'est aussi pour ça que c'est important, parce que tu t'aperçois que tout le monde comprend que c'est important de dire merci aux gens qui t'ont aidé, mais on n'a pas forcément l'instinct de le faire, et donc il faut trouver un système dans ta vie pour te forcer à le faire. Et moi, par exemple, j'ai un très bon système pour me forcer à exprimer de la gratitude pour les choses dans ma vie, mais j'ai pas forcément un très bon système pour montrer cette gratitude aux gens qui l'ont produite, tu vois. Donc j'ai mon petit carnet chaque jour où je marque mes 3 éléments de gratitude, mais parfois je ferais aussi bien d'envoyer un email à une personne en me disant quand tu m'as donné ce conseil, ça m'a vachement aidé, ou quand ou quand j'ai écouté cet épisode de ton podcast, ça m'a vachement aidé, tu vois, très concrètement, exprimer les choses aux gens. C'est quelque chose sur lequel j'ai pas un bon système, que je fais probablement pas assez. Et en enregistrant cet épisode, je m'aperçois que peut-être que une fois par semaine, en fin de semaine, tu peux te dire envoie un email chaque semaine de remerciement. Ça prend quelques minutes. Et déjà, ce que je propose, c'est qu'après qu'on ait... nous, on a encore un podcast enregistré. C'est qu'on passe 15 minutes à le faire. Parce que c'est vraiment rapide, c'est ça le pire. Hein, ça prend... écrire un email de 5 lignes, ça prend 30 secondes, quoi. Et on invite aussi les auditeurs, du coup, à la fin du podcast, à peut-être justement prendre 15 minutes. En 15 minutes, tu peux remercier 30 personnes, quoi. Ça va très vite. Ouais. Donc c'est vrai, c'est ce genre de truc, c'est évident, mais... Et je sais pas si, encore une fois, il y a peut-être une question de... En fait, c'est très rare que ça se produise, en fait. C'est peut-être un peu ça l'idée. Je sais pas. Je pense qu'aussi par rapport aux gens qui sont un peu... par exemple, si tu remercies Tim Ferriss, toi, tu dis ça n'a pas trop de sens, tu dois déjà recevoir des centaines d'emails comme ça, quoi. Ouais, mais moi, j'ai quand même remercié des podcasteurs, tu vois, relativement populaires, Dan Andrews, etc., tu vois, et ils étaient contents. Et c'est vrai qu'en fait, je pense qu'on surestime aussi le nombre de messages qu'ils reçoivent comme ça, quoi. Je pense que dans l'océan de messages où on leur demande des services, on leur demande des conseils, ça doit être agréable. Un message qui dit juste merci, j'ai trouvé ça top, et qui ne demande rien en échange. Voilà, Tim Ferriss, effectivement, il le verra jamais parce que lui, c'est une superstar. Mais même des gens relativement connus peuvent retirer beaucoup. Hein. Moi, sur Séduction Academy, qui est un site, c'est mon plus gros site, hein, je reçois beaucoup de messages dessus. Et quand j'ai un message, même après des années, hein, et j'en reçois des dizaines et des dizaines, même quand j'ai un message qui me dit merci, cet email-là, il m'a vachement aidé, je suis content et je fais cool, content que ça t'aide, tu vois, un truc tout con. Mais moi, ça m'a donné un petit boost de 1% dans ma journée, et je suis content de l'avoir reçu. Et je pense que pour la personne qui l'a envoyé, ça l'a aussi aidé de pouvoir exprimer cette interaction. Et cette gratitude, en fait, c'est une autre manière d'exprimer la gratitude. Ouais, exactement. Tu parlais aussi de bienveillance généralisée plus tôt dans le podcast. Je voudrais savoir comment est-ce que toi, tu la pratiques concrètement. Alors, je sais pas si qui que ce soit va comprendre de quoi je vais parler, mais on va quand même essayer. Il y a un truc que j'ai remarqué, c'est quand je regarde un enfant, j'ai ce sentiment, de bienveillance vis-à-vis de l'enfant. Mm-hmm. J'espère que sa vie va bien se passer, j'espère qu'il va être heureux. Toi, j'ai ce sentiment un peu... voilà, c'est pas... Toi, toi, même dans mon cerveau, je le verbalise pas comme ça, quoi. Ouais. Mais c'est un peu cette sensation que j'ai. Et que j'ai remarqué que j'ai pas vis-à-vis des adultes. C'est-à-dire que je ne souhaite pas forcément le meilleur. Et je pense que c'est un truc assez intéressant à développer, c'est cette idée
Juste quand tu vois une personne, juste tu vois, avoir à l'esprit, j'espère qu'elle va bien, j'espère qu'elle va réussir ce qu'elle veut faire, et ainsi de suite. Et avoir un peu cette bienveillance généralisée, devenir un peu Jésus, quoi. Une idée que j'ai bien aimée dans ce domaine et que c'est pareil que j'applique pas forcément assez, c'est l'idée de traiter les gens comme s'ils étaient mourants, tu sais. Et l'idée que si tu rencontrais quelqu'un et tu savais que cette personne Effectivement. était À mourante, l'hôpital, Ouais. à l'hôpital, je pense que tu aurais le même effet C'est que ça. quand tu regardes un enfant. Justement, j'étais à l'hôpital récemment, j'en parlais en début de podcast, et les gens qui t'entourent, tu te dis putain, ces gens-là, ils vont pas bien, ils sont pas en forme et tout, et du coup, t'es vachement plus attentif avec eux, t'es plus patient, t'es plus sympa, t'es plus prompt à pouvoir les aider, alors que si ces gars-là, tu les avais rencontrés dans le métro et tu savais pas qu'ils étaient malades, tu les aurais même pas regardés, tu vois. Et c'est une petite astuce qui peut être utile pour justement développer cette idée de bienveillance. Parce qu'au final, si tu penses, effectivement, tout le monde est mourant, et peut-être pas cette semaine, peut-être pas cette année, mais à un moment donné, tout le monde finit par mourir, tu vois, et le temps est précieux. Et tout le monde a une vie aussi complexe, aussi Exactement, difficile que la ouais, tienne. ouais. Et ça, c'est un truc, je sais plus c'est quoi le terme, je le recherche en anglais. Ils ont un terme exactement pour ça. Quand tu sais, as la réalisation que tout le monde a une vie aussi complexe et difficile que toi, que tout le monde a son réseau social, que toi, chacun. Je pense on sort un peu le sujet, mais quoi qu'il arrive, tu as un peu l'impression d'être la seule personne importante dans l'univers, quoi. Fondamentalement, tu as un peu ce. Toi, je l'exprime assez mal, mais tu vois un peu l'idée. Ouais. Et du coup, avoir un peu cette conscience-là, ça permet. Ça s'appelle l'élément où tu as l'impression d'être le centre de l'univers, ça s'appelle le solipsisme, il me semble. Ouais, exactement, ouais, effectivement. Que tout s'applique qu'à toi, ouais. Et donc, tu te rends pas compte que les autres ont leurs propres rêves, leurs propres objectifs, leurs propres problèmes. Et donc, avoir un peu ce changement de mentalité, ça facilite tout, tu vois. Et du coup, ça facilite justement l'empathie, ainsi de suite, devient une évidence. Si tu considères que tout le monde a une vie aussi complexe, aussi nuancée que la tienne. Et ça te rend aussi beaucoup plus patient, beaucoup plus heureux. T'as moins l'impression que les gens sont. Parce que si tu es trop centré sur toi-même, t'as l'impression que tout problème est une agression personnelle, tu vois. Parfois, quand t'es dans le métro et que ton métro est bloqué et que les gens dans le métro pètent un câble, ils font « Oh, pourquoi vous êtes en retard? Ça fait chier, etc. » Mais tu vois, c'était pas contre toi. C'était un truc incontrôlable et personne n'a voulu que le métro soit en retard. Tu vois, c'est juste un problème. Mais les gens le prennent comme une offense personnelle et je te dis, cette personne, elle serait 1000 fois plus heureuse si elle pouvait juste accepter que les choses se passent toujours pas autour de toi, quoi. Non, je dirais juste qu'il y a suffisamment on va dire, de souffrance, de malheur dans le monde pour pas rajouter ta dose, quoi. Et on peut le répéter, ce qu'on a dit dans le podcast précédent. C'est-à-dire que beaucoup des conseils qu'on donne et beaucoup des idées qu'on partage, c'est des idées que nous, on essaye d'appliquer dans notre vie au quotidien, sur lesquelles on fait des efforts, sur lesquelles on est imparfait, et on partage avec vous nos idées, nos luttes, les choses sur lesquelles on travaille activement. Et donc, on est dans la même position que n'importe quel auditeur de ce podcast à essayer de devenir meilleur là-dessus. Tout à fait. Avant de terminer, si vous voulez être dans la même position que nous chaque semaine en recevant notre email, maintenant on envoie une petite newsletter chaque jeudi pour accompagner l'épisode. Pour la recevoir, il suffit de vous inscrire à notre liste email à l'adresse nomaddigitalpodcast.com. C'est un email par semaine et on ajoute toujours un petit élément différent par rapport à l'épisode de la semaine. Et on arrive sur notre section Lifestyle. Paul, qu'est-ce que tu nous recommandes cette semaine ? Je recommande Méditation de Marc Aurèle. Alors, j'espère que j'en ai pas déjà parlé dans la section Lifestyle, normalement non. Il me semble pas. Et le truc comme quoi, comme totalement dingue qu'il faut réaliser, c'est que quand vous lisez Méditation de Marc Aurèle, vous lisez les pensées intimes d'un empereur romain. C'est moi, ça me paraît totalement surréaliste, ce truc, comme quoi. Et ce qui est fascinant, c'est que ces pensées sont très proches des nôtres, quoi. Donc, méditation, on peut expliquer que c'est essentiellement le journal intime de Marc Aurèle, qui était empereur romain. Il écrivait pendant qu'il faisait des campagnes militaires, pendant qu'il faisait de la politique. Il écrivait le soir des méditations, donc un propre journal pour lui-même, qui n'était pas destiné à la publication et qui ont été publiés a posteriori. Donc, tu vois essentiellement les pensées quotidiennes et les difficultés quotidiennes d'un mec qui, à l'époque, est l'homme le plus puissant du monde. C'est ça, et qui est quand même... Et toi, ça commence à dater un peu, quand même. Toi, et le fait qu'il ait les mêmes pensées, qu'il vive dans un monde totalement différent, mais qu'il ait un peu les mêmes questionnements, j'ai trouvé ça... Toi, je pense que quand tu regardes un peu les gens dans l'histoire, t'as l'impression qu'ils sont un peu aliens, en fait, qu'ils sont différents de nous.
Même de manière que tu peux regarder certaines cultures par rapport à une autre qui sont un peu aliens. Mais je pense que fondamentalement, on a un peu les mêmes pensées, un peu les mêmes questionnements. Et, euh, et ce qui est assez impressionnant aussi avec Marc Aurèle, c'est que justement, lui, ce qu'il recommande, c'est le stoïcisme. C'est-à-dire rester mesuré, ne pas se laisser affecter par ses émotions de trop. Et je trouve ça vachement impressionnant de la part de quelqu'un qui, tu vois, il aurait pu vivre sa vie dans la débaucherie, quoi. Il aurait pu se taper une nouvelle fille tous les soirs. Il aurait pu ramener les plus belles du royaume. Il aurait pu se bourrer la gueule continuellement. Il aurait pu aller guerroyer pour rien, juste pour la gloire. Mais non, de lui-même, il a appris à se maîtriser, à se contenir et à essayer de faire, tout simplement essayer de faire de son mieux et à essayer aussi à toute la notion qui est maintenant obsolète, c'est de remplir son devoir. Et à ce niveau-là, c'est super intéressant. Et honnêtement, je ne comprends pas pourquoi c'est pas une lecture au lycée ou un truc comme ça, parce que c'est facile à lire. Ce qui est marrant, c'est que c'est assez punchline, quoi. Tu vois, il avait vraiment déjà le sens de la formule. Et vu qu'il s'écrivait à lui-même aussi, il écrivait de manière assez courte, des phrases assez courtes, assez simples. Et moi, je peux pas suffisamment le recommander. Cool. On se fera peut-être un épisode prochainement sur le stoïcisme parce que je pense que c'est quelque chose qui nous a tous les deux pas mal affecté et à mon avis, ça mérite un épisode entier. Moi, ce que je vais recommander, ça n'a rien à voir. C'est un concept qui s'appelle le slog. Donc, c'est comme la contraction de Snapchat et blog. Tu sais, comme on a eu les vlogs qui sont les vidéoblogs. Il y a un mec. C'est super moche comme nom quand même. C'est ça, c'est super moche, mais du coup, j'aime bien le mot, je trouve ça assez marrant. Il y a un mec, c'est un Français qui habite à New York, qui s'appelle Shubman, et qui a créé ce concept de slog où chaque jour, il te raconte un peu sa journée à New York, ses petites anecdotes sur Snapchat. Et j'ai bien aimé le suivre parce que c'est un peu un format différent qu'il a inventé. On a plusieurs fois mentionné Snapchat ensemble dans cet épisode, en particulier dans l'épisode avec Antoine Blanche-Maison. Et c'est justement d'ailleurs Antoine qui m'a fait découvrir ce mec-là, où tu vois une nouvelle façon de faire de la vidéo, une nouvelle façon de raconter une histoire, de faire du storytelling qui émerge un petit peu sur Snapchat, de la même façon où YouTube a fait émerger des nouveaux formats vidéo, de la même façon où le podcast a fait émerger des nouveaux formats pour la radio, et ben le slog est en train d'évoluer un petit peu, de donner des idées intéressantes. Donc si vous êtes quelqu'un qui s'intéresse à Snapchat, aux nouvelles plateformes, à la façon dont des conventions de storytelling vont émerger d'une nouvelle plateforme, je vous conseille de le suivre. Donc son identifiant sur Snapchat, c'est SHUBMAN-S. Il a aussi une page Facebook qui s'appelle Slog, S-L-O-G-S. Donc si vous cherchez Slog, S-L-O-G-S sur Facebook, vous pouvez trouver sa page Facebook et il y a le Snapcode, etc. pour le retrouver. Moi, j'ai pas mal aimé le suivre. Je trouve c'est intéressant dans la façon dont il va utiliser la musique et les différentes fonctionnalités de Snapchat pour te raconter une histoire. Je le suis de temps en temps, j'aime bien, c'est divertissant. Ça prend 1 ou 2 minutes par jour. Et lui est très sympa. Je pense un jour l'inviter pour faire une interview plus longue avec lui sur Marketing Mania pour voir comment est-ce qu'il utilise la plateforme et comment est-ce qu'il innove surtout dans le format. Et très lié à ça, il y a aussi, je pense que tu l'as vu, la vidéo de Nerdwriter à propos de Casey Neistat. Effectivement, on mettra le lien parce que... Ouais, je mettrai le lien, je le note, parce que sinon je vais oublier. Casey Neistat, Nerdwriter. Et c'est intéressant. Et moi, ce qui m'a fait toujours, ce qui m'a toujours amusé, c'est tous les plans, notamment qu'il fait, mais il y a beaucoup d'autres qui font des plans comme ça, où tu le vois arriver. Et il y a déjà la caméra là. Donc en gros, la caméra est posée et lui, il entre dans le champ. C'est ça. Et il fait partout. Et toi, il peut le faire d'un banc. Et je me dis, le rendu est génial. Toi, le rendu est dynamique et tout, mais tu dois te sentir tellement con quand tu vas poser ta caméra. Tu marches pendant 30 secondes dans un sens, puis tu reviens vers ta caméra, quoi. Mais c'est toute cette idée du faux amateurisme. Et ça, c'est vachement intéressant comme concept. Et je pense que c'est un truc qui va... Le soin en détail dans son format, etc. La vidéo est très intéressante. On mettra le lien dans la description. De toute façon, le Nerdwriter, c'est une de mes chaînes YouTube préférées. Que je recommande. De toute façon, toutes ces vidéos sont top. Bien sur ce, on a terminé cet épisode du Nomade Digital. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur probablement le stoïcisme. D'ici là, vous pouvez vous rendre sur notre site à l'adresse nomadedigitalpodcast.com pour retrouver tous les épisodes du podcast. Vous abonner, que ce soit sur iTunes ou par email, et nous laisser votre avis, vos commentaires, etc. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.